dans laquelle étaient organisés 3 gros mouvements. Les Blancs, donc la AVA, la Honda, avec la communauté mexicaine, et la Black Guerrilla Army, la BGA, avec comme chef Bonafide, et donc c'était les Afro-Américains. Et à l'intérieur de la prison, les communautés devaient se souder, s'organiser pour s'en sortir et réussir à se protéger les uns les autres. Donc quand tu étais à l'extérieur, tu appartenais à des sous-groupes, et arrivé à Saint-Quentin, tu devais unifier, travailler et être sous la tutelle, sous la responsabilité du chef Bonafide, et plus d'histoire de drapeaux multiples, mais tout le monde est sous le même drapeau. Donc on s'est inspiré beaucoup de ça. Et en 2000, j'ai 19 ans, et l'un de mes meilleurs amis décède. Il décède d'une mort naturelle, pas agressé dans la rue. Son décès ne m'a pas juste bouleversé, et je me suis juste très vite rendu compte que la mort n'était pas une affaire simplement de personnes âgées ou d'accidents. La mort peut survenir à n'importe quel moment, et vous allez trouver ça étrange, mais normalement, quand vous avez moins de 20 ans, vous n'avez pas des perspectives ou la vision de la question de la mort. Vous vivez, on est jeune et on vit. 2000, lorsque je me rends compte que tout ce qui s'est passé entre nos 11 ans, où on a commencé à être dehors, et nos 20 ans, son histoire venait de s'achever. Là, il est décédé, et son histoire est décédée avec lui. Il part avec son histoire. Le départ de cet ami fidèle fait que je me pose la question suivante, est-ce que la manière dont je vis, la manière dont nous vivons, est-ce qu'elle a du sens? Est-ce qu'elle a de l'intérêt? Quel impact? Quel héritage? Je vis, je meurs, mais entre les deux, quelle action j'ai menée et qu'est-ce que je laisse pour ceux qui passeront après moi? Et de là, on a positivé le nom. On est passé de la Black Guerrilla Army à la BGA qui est les braves garçons d'Afrique. Et très vite, on s'est entouré d'aînés. On a soutenu Christiane Taubira en 2001 sur la loi Taubira. On avait comme parrain Lilian Thuram, donc après la Coupe du Monde, il commençait à sortir du monde du foot pour s'engager sur la question des Afro-Caribéens. Et Patson, et Olivier Laouché de Trace TV, et Madame Koné, et ainsi de suite. 2005, on a l'affaire Zied Eboula. Donc en 2005, on est partagé linguistiquement sur la question de est-ce une émeute ou une révolte? Qui sommes-nous? Que faisons-nous? On organise un festival qui s'intitule le Festival Afro, qui dure une semaine et qui traite jour par jour, pendant 7 jours, des thématiques qui concernent la communauté afro-caribéenne vivant en France, avec, bien entendu, quelques références américaines. Identifié par l'ambassade des États-Unis, je suis invité sur un programme qui est ultra plugué normalement pour les hommes politiques ou pour les futurs hommes politiques. Juste avant mon départ, c'est Laurent Gbagbo qui faisait partie de ce programme, ou qui était invité sur ce programme. J'y vais parce qu'il identifie comme potentiellement un futur leader de la communauté ou peut-être un cadre politique. Je ne suis ni devenu un cadre politique, ni un illustre leader de la communauté afro. Cependant, j'ai tiré mon bénéfice à travers ce voyage. 2006, je suis aux États-Unis pendant 2 mois. Et je vais d'État en État pour rencontrer les gens de la communauté noire américaine et la manière d'organiser le lobby noir américain. Et de là, bouleversement pour moi, second bouleversement dans ma vie, et je me rends compte qu'en France, je suis ultra limité sur les questions du tissu associatif, les limites des dossiers de subvention publique. Donc en gros, c'est l'argent, c'est celui qui te donne l'argent qui décide ce que tu vas faire ou ce que tu vas être, presque. Alors qu'aux États-Unis, la question de la communauté n'était pas une insulte, n'est pas un gros mot. Le communautarisme, on va y faire attention, mais la question de la communauté était aussi une question de survie. Ça veut dire que nous, en regardant les princes de la ville, on avait déjà saisi la question de la communauté. Une communauté, ce sont des gens qui se rassemblent par intérêt, qui ont une même idéologie, en tout cas des intérêts communs. Lorsque je suis à New York, à Washington, à Détroit, je rencontre le maire de New York, qui est un Afro-Américain, la maire d'Atlanta, afro-américaine, pareil sur Détroit, des députés, un jeune un peu plus âgé que moi à l'époque, j'ai 24-25 ans, et un noir américain un peu plus âgé que moi, qui a peut-être 30 ans à cette époque-là, et qui est en pleine campagne
pour devenir shérif. Tout ça m'amène à une seconde étape de ma vie, avec mon associé Paul Odona, à devenir des entrepreneurs de la culture. Et on s'est dit la chose suivante. Si on ne devient pas fort économiquement, mais ce n'est pas que la question de l'argent, c'est la question de l'organisation. C'est la question d'une communauté, un individu fort, en tout cas qui souhaite devenir fort, pour appartenir à une communauté, minime soit-elle, forte, pour après aller vers une idéologie, une vision qui sera portée potentiellement par un véritable leader. Black Panthers, Wakanda Forever, j'ai retenu une chose. Deux leaders qui ont deux visions différentes, mais l'objectif, c'est de faire en sorte d'amener la communauté quelque part. Voilà ce que je retiens dans ce film. C'est un beau film, avec une belle BO, avec des beaux costumes. Mais ce que moi j'ai retenu à l'intérieur, c'est cette idée qu'il y a deux leaders qui se battent, d'abord intellectuellement, après physiquement. Celui qui aura le pouvoir pourra donner la vision et donner la direction à la communauté. Et ça m'a fait penser à l'histoire des États-Unis d'Amérique, avec des jeunes, Jefferson, Hamilton, le premier président américain, George Washington. Ce sont des gens qui, à un moment donné, ont décidé que le leader serait un tel, après tout ce qui s'est passé avant, les révolutions, le conflit avec les Anglais, et que de cette décision, ça donnerait concrètement la vision à la communauté américaine. Il faut fonder les États-Unis, il faut qu'il y ait l'union des États, mais il faut qu'un groupe de personnes, minime soit-il, prenne cette décision. Et je me suis posé la question ces dernières années. Je fais partie d'une communauté afro-caribéenne qui est une communauté qui est déjà dans l'excellence. Une communauté solidaire. Une communauté qui n'est pas une communauté de chômeurs. Une communauté où avec rien, elle construit. Et quand elle a quelque chose, elle fait encore mieux. Une communauté excellente dans chaque discipline où vous la laissez s'exprimer. Il n'y a pas un seul sujet où on a laissé les enfants d'Afrique s'exprimer sans qu'ils ne deviennent, après cela, excellents. Dans le sport, dans la musique, dans les arts, dans la mode, à chaque fois que vous avez laissé un enfant d'Afrique s'exprimer, il est devenu excellent. Aujourd'hui, il y a énormément de théories. Est-ce que les Noirs sont solidaires? Je dis que oui, à mon niveau à moi. Est-ce que tous les Noirs se valent? Non. Est-ce que tous les métiers sont équivalents? Non. Est-ce que celui qui sait est équivalent à celui qui ne sait pas? Non. Est-ce que celui qui a l'information est équivalent à celui qui ne l'a pas? Non. Donc je ne suis pas en train de hiérarchiser, je dis simplement, celui qui a la clé de l'information peut, celui qui ne l'a pas ne peut pas. Mon frère Herman disait tout à l'heure, ne pas lire, celui qui ne lit pas, s'effondre, descend. Je ne pense pas qu'il faille lire 2-3 livres par semaine, ce n'est pas le sujet. Mais la théorie que vous allez tirer d'un livre, si elle vous permet derrière de pratiquer, vous êtes gagnant, vous tirez vous-même vers le haut. Wakanda Forever ou Black Panthers, de mon point de vue à moi, c'est une réussite. Selon la lecture que nous en avons. Oubliez le côté Marvel, oubliez le côté super-héros, qui était un côté très sympathique. Ce qu'il faut essayer de retenir, c'est qu'il y a une Afrique forte qui nous est présentée. Il y a des leaders forts qui nous sont présentés, et on voit que, malgré les conflits, l'objectif c'est d'aller vers. Ce n'est pas de reculer. Nous savons d'où nous venons. Nous savons où nous sommes, mais nous n'avons pas encore déterminé là où nous allons. Et c'est précisément la raison pour laquelle, aujourd'hui, avec mon équipe, en tout cas nous de notre côté, on s'est décidé de devenir des entrepreneurs de la culture, avec une boîte de production, dont nous sommes déjà auteurs et coproducteurs de 2 longs métrages français, La Cité Rose, qui est sorti en 2012, Mon frère, avec MHD, le malheureux MHD, sa malheureuse affaire, qui est sorti en 2020, éditeur d'une dizaine d'ouvrages en 5 ans, et j'expliquais à l'un de mes frères là tout de suite les difficultés que nous avons pu rencontrer en tant qu'éditeur de la communauté afro-caribéenne
dans le pays dans lequel nous sommes. Cependant, on s'en sort. On s'en sort tellement bien qu'à la fin de cette année 2023, on part sur l'édition d'un ouvrage tous les 45 jours. Des enfants de la communauté, des auteurs, des entrepreneurs, des belles histoires seront racontées par l'édition. Boîte de production, maison d'édition. On est les entrepreneurs d'une agence qui se veut panafricaine d'une certaine manière, sur la promotion du sport, mais pas à la culture. Oui, nous sommes excellents dans le sport, mais nous n'avons pas aujourd'hui d'impact dans le business du sport. Nous n'organisons pas aujourd'hui tout l'événementiel, tout le business du sport. Cependant, nous sommes ceux qui, comme le disait Pape Diouf à un moment donné, si nous nous mettons en grève, comme nos frères et amis ouvriers, et éboueurs, excusez-moi, qui sont mis en grève, le sport à l'international s'arrête. Si les enfants d'Afrique se mettaient en grève ne serait-ce qu'une semaine, le divertissement du sport s'arrête. Le divertissement au niveau de la musique, donc le rap aujourd'hui qui est encore considéré par certains tartuffes comme étant une sous-culture, cette sous-culture génère en France, par la SACEM, 700 millions d'euros chaque année. Cette sous-culture génère 700 millions d'euros chaque année. Et dans la culture hip-hop, dans le rap, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez de la musique que vous allez aimer, d'autres que vous allez détester. Cependant, ça génère 700 millions d'euros. Je ne vous donne même pas les chiffres sur la question du sport. Je ne rentre même pas sur les chiffres de ce que font les jeunes frères sur les réseaux sociaux, via YouTube, les Instagrammeurs et Instagrammeuses, les millions d'euros qui sont générés chaque année. Quel est mon propos aujourd'hui? Il est plutôt simple en réalité. Une communauté excellente, une communauté qui va de l'avant, une communauté qui se bat quotidiennement, une communauté unique dans le monde. Unique dans le monde. Vous n'avez pas une communauté à travers ce monde qui a vécu ce qu'ont vécu la communauté afro et qui est encore vivante aujourd'hui. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas, ça n'existe pas. Ceux qui ont souffert sont morts. Et ceux qui ont un peu souffert se sont redressés, mais un peu souffert, dans une période de leur existence. Mais jamais on a parlé de siècles d'agression sur une communauté. Je suis fier de faire partie de cette communauté afro, parce qu'elle part de la Torah, elle passe par la Bible, elle arrive jusqu'au Coran. Parce que cette même communauté est dans tous les arts, touche toutes les musiques, se retrouve en France, et elle est française, aux États-Unis, elle s'appelle afro-américaine, au Brésil, et elle est chez elle là-bas. En Afrique, je n'en parle même pas. Nos frères maghrébins sont nos invités sur le continent africain, historiquement. Ce sont des invités sur le continent africain. Et ils ont toujours été traités avec la plus grande bienveillance, malgré le racisme et les discriminations qu'ils peuvent porter aujourd'hui. Mais nous pardonnons pour une seule raison, c'est parce que celui qui a beaucoup souffert sait ce qu'est la souffrance. Et c'est pour ça que dans Black Panther, c'est intéressant, l'interaction qu'il va y avoir entre T'Challa et Killmonger. À un moment donné, ma réflexion s'arrête là, et elle dit, une communauté qui fonctionne, une communauté qui est solidaire, une communauté à chaque fois que je pose la question, et aucun d'entre vous, si je vous pose la question, me dira qu'il n'est pas solidaire de son autre frère, ou de sa sœur. Vous savez, c'est comme dans la sorcellerie des fois. On sait que les gens utilisent et pratiquent, mais quand vous posez la question, personne n'y touche. Et en même temps, on sait qu'il y a une pratique de la sorcellerie. Et c'est étrange. Et dans la question de la solidarité, s'il existe des dérives, et il y a des dérives, on travaille sur le continent, on travaille avec des frères et des sœurs, et des fois ça ne se passe pas très bien. Et alors, ce qui nous manque aujourd'hui, je pense, et ce n'est que mon avis, on manque de femmes illustres que nous portons avec nous. On manque d'hommes illustres que nous portons avec nous. Moi, je ne suis qu'un soldat. Moi, je ne suis qu'un exécutant. Je connais mon rôle, et je vais très bien avec ce rôle, et il me va très très bien. Moi, je peux, derrière le rideau, faire le boulot qu'il faut faire. Je suis prêt
à soutenir hommes et femmes qui sont prêts à nous donner la vision, la direction, et on leur pardonnera leurs erreurs. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'au moins nous donner une direction. On prendra ce chemin avec le leader, un peu comme le font bibliquement ou dans les religions avec les prophètes. Ils donnent une direction et on suit. Si on laisse la partie religion, vous le voyez bien, il n'existe pas à travers ce monde une seule communauté organisée qui n'a pas son leader, qui n'a pas son chef. Et je pense que chez nous, ce qui nous manque, ce sont les leaders. Où nous faisons confiance aux leaders, et je pense qu'en très peu de temps, et en un temps record, on sortira du bourbier dans lequel nous sommes quotidiennement pour aller vers le Wakanda Forever. Merci. Donc l'idée, une fois que j'ai fait le beau et l'intéressant, c'est de partager avec vous ce concept de est-ce que, moi je vous ai dit pour ma part que ce n'était pas une supercherie. Je pense que c'est une réussite. La preuve est là. La salle est pleine, vous êtes attentifs. On aurait pu poser un oiseau sur votre tête parce que l'oiseau n'aurait pas bougé. Ce que j'ai envie de partager avec vous comme réflexion là pendant les prochaines minutes, c'est est-ce que nous avons des leaders? Qui sont-ils? Où sont-ils? Mais surtout, ce n'est pas juste une question de mapper, de géolocaliser nos leaders, leaders. C'est surtout ce que nous avons besoin de leaders. Est-ce que nous avons besoin de capitaines? Est-ce que nous avons besoin de gens auxquels nous avons totalement confiance? Des fois, je me dis peut-être que nous avons peur, et ça serait normal, ça serait tout à fait normal, mais la vie nous tient qu'à un fil de toute façon, de se faire assassiner. Je suis quelques conférences, quelques conférenciers, dont les gens prient pour ne pas qu'ils se fassent assassiner par rapport aux propos qu'ils portent et au combat qu'ils mènent. Maintenant, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pensez, très sérieusement, profondément, que notre communauté aujourd'hui, et personne ne fera dire le contraire, que c'est une communauté merveilleuse, mais est-ce qu'elle ne manque tout simplement pas de leaders, de chefs, hommes, femmes, de mouvements culturels, religieux? Parce qu'il faut les chefs religieux aussi. Qui sont-ils? Il y a des débats aujourd'hui entre les kémites et les musulmans, entre les chrétiens et les... Où sont les chefs? Où sont les intellectuels? Où sont les jeunes étudiants, nos sociologues, nos anthropologues, pour prendre, à un moment donné, analyser, poser les éléments sur la table et qu'on prenne une décision à un moment donné. Qu'on décide du cap que nous devons prendre ensemble et qu'on y mette les moyens. Donc je vous laisse la parole. S'il vous plaît, aidez-moi, prenez la parole. Ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés du fait que je parle vite et fort. Je vous l'ai dit, je ne suis qu'un exécutant, je ne suis qu'un soldat. Le leader, là, est sûrement dans cette salle, je l'espère. Et demain, si elle émerge, elle pourra compter sur quelqu'un comme moi. Absolument. Je n'ai jamais trahi mes chefs. D'ailleurs, mon chef est là. Mon responsable est là, mon patron est là. Ma chef est là, Fabien. Je ne trahis pas, je travaille pour. Donc, à votre avis, est-ce que cette communauté ne manque pas tout simplement de soutien pour qu'on aille chercher nos leaders? Est-ce qu'il faut un système d'élection? Est-ce qu'il faut un système de combat comme dans Black Panthers? On dépouille le chef actuel de son pouvoir, un combat nul. Est-ce que ce n'est pas des combats sur le ring des idées, pas des gunbox? Est-ce que ce n'est pas un appel à projet? Peu importe. Aidez-moi. Dites-nous. Aidons-nous pour trouver potentiellement cette solution, si c'est l'une des solutions. Donc un micro va circuler. À vous la parole. Bonjour.
Merci pour votre discours, très très éloquent et teinté de beaucoup de vérité. Pour répondre à votre question, moi je pense que la communauté afro dans son ensemble ne manque pas de leaders. Je pense que les leaders sont déjà là, qu'ils sont en sommeil et que certains ont peur de prendre leur leadership. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'un leader s'est levé dans la communauté afro, il a été trahi par un des siens. Je veux prendre l'exemple, par exemple, de Thomas Sankara. Il a été trahi par Blaise Compaoré. Moi, je suis d'origine haïtienne. Le président Jovenel Moïse est décédé. Et parmi ceux qui ont participé à son extinction, il y a malheureusement des personnes qui étaient au plus près et au plus proche de lui. Je pense que notre communauté peut briller et peut s'élever à partir du moment où elle comprendra l'importance de la loyauté et l'importance de demeurer fidèle comme ce que vous avez pu défendre. Parce qu'en étant fidèle, en honorant un chef, on participe tous à le mettre en haut et c'est à ce moment-là qu'il peut élever les autres. Mais si il est compliqué dans ses démarches et dans ce qu'il essaye d'instaurer, il est sur plusieurs fronts et à ce moment-là, son leadership perd de sa brillance et de son efficacité. Complètement. Bonjour. Bonjour. Marguerite, je suis ce leader. Est-ce que tu vas être mon seul? Alors excuse-moi. Tu as dit que tu es un exécutant, un soldat. Et moi, je te dis que... Moi, je te dis que je suis ce leader. Je veux que tu fasses partie de mes soldats. C'est aussi simple que ça, de mon amour. Tu apprendras à me connaître. C'est ça le chef. En fait, c'est ça, Ok, alors, quelle est l'armée? Je suis une personnalité publique, politicienne, influenceuse. Je défends la cause de la diaspora, des afro-descendants. J'écris, je fais des analyses politiques. J'ai écrit, je suis interviewée, pardon. J'ai fait une analyse sur la Constitution, l'avant-projet de la Constitution du Mali. J'ai été interviewée pour ça. Je fais des événements. Je suis sollicitée souvent, que ce soit en France ou en Afrique. Et c'est vrai que ton discours m'a beaucoup parlé. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi et celle qui a parlé tout à l'heure. Effectivement, dans notre communauté, on a des leaders qui sont en sommeil. Certains qui n'ont pas confiance en soi. Mais moi, je te dis, je fais partie de ces leaders. Sans être imbu de ma personne, bien sûr, sans être narcissique.
Et il faut, et je veux que tu fasses partie de mon armée, j'insiste. Voilà. Donc, Bonjour Sako. Bonjour. À la question faut-il des leaders, je pense qu'il faudrait davantage de codes de conduite. C'est ça dont on a besoin. Les leaders, ils sont là, ils sont au sommet, quoi qu'il en soit, mais on a besoin de codes de conduite. Parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience, on se rend compte que le leadership, c'est une manière de se cacher derrière quelqu'un. C'est aussi finalement sacrifier quelqu'un. Donc il faudrait plus un code de conduite qui soit respecté par tous. Et c'est à travers ce code de conduite-là qu'on verra qui sont les vrais leaders, qui on suivra, tout simplement. Je me permets rapidement de dire que ce que je retiens là avec la jeune sœur, c'est la question de la loyauté. C'est un terme, il ne faut pas que ce soit juste linguistique, il faut qu'il devienne conceptuel. Et il faut, en tout cas c'est comme ça que je le vois, il faut être extrêmement dur avec les traîtres. Il faut être dur, parce que si on s'amuse à chaque fois à étouffer quand il y a une trahison, quand on s'amuse à caresser dans le sens du poil, en fait, on donne naissance à des nouveaux traîtres. Je vous raconte une petite anecdote très rapide. Il y a quelques années, il y a eu l'affaire Ilan Halimi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire du gang des barbares. Et j'étais déjà un brave garçon d'Afrique à cette époque-là, et j'ai été convoqué, ça s'appelle comme ça vraiment, par le président du CRIF, par le rabbin Citruc, paix à son âme aujourd'hui, c'est le grand rabbin de France à l'époque, et un illustre de leur communauté. Donc 3 personnes. On est dans un hôtel quelque part à Madeleine, et les discours qui a été tenu ce jour-là, c'était la volonté, avec nous, de créer l'amitié judéo-noire. Ok ? Le projet n'a été nulle part, mais j'ai trouvé intéressant la manière dont a eu tout le processus dans l'arrivée justement. C'était, on cherche des leaders dans notre communauté, on voudrait travailler avec vous, mais la raison pour laquelle on t'interpelle, c'est qu'une femme de la communauté, de leur communauté, donc elle était procureure à ce moment-là, a envoyé un mail qui disait « Protégeons nos enfants ». C'est tout. Protégeons nos enfants. Et quand il me dit ça, il me dit c'est pour ça que nous nous sommes mis en ordre de bataille. C'est comme ça que des gens sont ralliés à des chefs de leur communauté. Sans réfléchir, il y avait une vision, des leaders, la volonté de punir les traîtres et de mettre tout le monde dans une forme de discipline, qui sont les porte-paroles. Et tout le monde ne peut pas prendre la parole. Je me permets de le faire ici, parce que nous sommes dans un moment privé, mais je le ferai. Je n'ai même pas de réseaux sociaux. Moi, je n'ai même pas de compte Insta. Et j'en veux même pas. Par contre, je suis les comptes Insta d'un frère comme Herman ou celui de Bouba, qui sont pour moi des leaders de la communauté via leur plateforme. Donc oui, il faut absolument mettre de l'ordre. Et mon propos, il est, allons chercher nos mots, ceux qui nous correspondent, et essayons d'en faire des concepts. Étudions-les, parce que, à la fin, lorsqu'on va se rencontrer, c'est un peu ça l'idée du Wakanda Forever ou du Black Panthers. Vous voyez, il y a cette question de discipline. Il y a une manière même de se saluer. Ça permet de connecter et de reconnaître celui qui est dans la même idéologie que moi. Vous avez complètement raison sur les 3 premières interventions. On va laisser, j'ai vu le micro un peu plus haut. Après, il y a certaines choses qui ont déjà été dites depuis. Mais ce que je voulais rajouter, pour moi, effectivement, je ne pense pas aussi qu'on manque de leaders. Parce que moi, je vois dans ma communauté beaucoup de potentiel, beaucoup de richesse. Et pour moi, ces leaders, ils sont déjà là, ils sont déjà existants. Comme d'autres personnes l'ont dit, il y a des leaders endormis, il y a des leaders qui n'osent pas sortir, qui n'osent pas briller, qui n'osent pas, sortir de leur coquille, qui préfèrent rester un peu encore,
justement parce qu'on sent ce danger. Comment sortir et se rendre visible quand on sait que tous les jours de notre vie, nous sommes attaqués. Donc déjà, on a déjà ce sentiment de devoir justement se protéger, de rester fermé, donc d'être sur la défensive, soit d'être sur la défensive ou d'être soumis, donc, parce qu'on est dans un système qui nous broie chaque seconde. Chaque seconde. Et on ne se rend même pas compte que des fois, c'est tellement inconscient qu'on a des réactions. Je me dis, mais les autres communautés n'ont pas conscience de notre... C'est même pas pour parler comme une victime, mais c'est prendre conscience... Les autres communautés n'ont pas conscience de ce qu'on vit quand on est noir. Vraiment. Et pour moi, ces leaders, ils existent bel et bien. En chacun d'entre nous ici, il y a des leaders. Parce que nos ancêtres sont des leaders. Ça coule dans nos veines. On a cet instinct de leader. On a cet instinct de quoi qu'il arrive, je ne lâche pas. Donc pour moi, chacun d'entre nous ici, nous sommes des leaders. Et c'est pourquoi on fait peur. On fait peur parce que même inconsciemment, on sait, on est tellement puissant. Rien qu'en parlant là, je sens derrière moi des ancêtres. Je sens une puissance. Et c'est pour ça qu'on veut nous éteindre. On veut absolument éteindre cette flamme, ce feu, toute cette lignée qui est là. Pour moi, vraiment, si on se réveille, déjà le réveil est là. Et on veut faire taire cette flamme, cette puissance. Parce qu'on est tellement puissant. Et pour moi, chacun d'entre nous, on est capable d'une chose, mais l'Afrique est censée être premier. Et je ne dis pas ça par arrogance. Il suffit de voir notre histoire. On n'est pas censé être traité comme on nous traite là. La culture, la musique, la nourriture, cette diversité. J'en ai des frissons parce que c'est tellement puissant. Chacun d'entre nous, nous sommes des leaders. Mais il faudrait qu'on en ait conscience et qu'on le vive chaque jour parce que dès qu'on essaie de sortir notre puissance, on veut nous rabaisser. On veut éteindre ce feu. On veut nous faire croire que nous sommes des moins que rien. Et donc pour moi, déjà, ça commence par l'éducation. C'est de pouvoir marcher, pouvoir dans un seul courant en fait, parce qu'on a une diversité de cultures. Il y a des Antillais, il y a des Maliens, il y a des... Mais d'une seule voix, que toutes ces cultures puissent justement marcher tous avec une même valeur, parce que nous avons par notre culture, différentes cultures, donc effectivement des valeurs différentes qui varient, mais vraiment que d'en haut, il y a toutes ces mêmes valeurs qui nous unissent, qui nous font marcher et être solidaires d'une même voix. Donc voilà ce que j'avais un peu envie de partager. Bonjour. En 2 secondes, je voulais juste rajouter sur par rapport au leader. Moi, je trouve que dans une communauté, il y a beaucoup de leaders. J'en rencontre beaucoup dans différents domaines. Après, moi, perso, je trouve que ça commence à la maison. Autant les parents envers leurs enfants, comment on les aide à avoir confiance en soi. Entre nous aussi, je sais pas, dès qu'on rencontre d'autres noirs dans certains endroits publics, etc., ne serait-ce que dans le regard, dans le fait de se faire un petit bonjour, un truc, genre de reconnaissance et de soutien fraternel, on va dire. Donc voilà, on peut se fortifier comme ça pour être meilleur leader, je trouve. Voilà, je pense pas qu'il en manque, mais c'est plus comment on s'entretient mentalement en tant que leader, la santé mentale et ce genre de choses. Je trouve que c'est super important. Alors j'ai envie de demander à la prochaine personne, celui qui va intervenir après, comment est-ce qu'on les rassemble alors? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils ne soient pas éparpillés? Parce que tout le monde est d'accord là pour le moment, on va dire qu'ils existent,
qui sont dans cette salle, en dehors de cette salle. Comment est-ce qu'on les réunit? Comment est-ce qu'on s'entoure de ces leaders? Comment est-ce qu'on les soutient? Comment est-ce qu'on les accompagne presque quotidiennement? Comment une fois par an, on se rassemble autour de ces leaders pour qu'on ait la vision? Vous savez, c'est un peu comme fait le gouvernement, c'est très intelligent. Ils ont à chaque fois une thématique forte par an. Il y a un grand sujet, cette année ça va être sa femme, l'année prochaine c'est telle tartufferie, mais c'est bien, ça veut dire qu'on avance, il y a quelque chose. Comment est-ce qu'on fait? Qui aurait une proposition sur la manière de faire? Et après il restera 2 questions. Bonjour à tous, merci du partage. Je n'ai malheureusement pas de réponse, j'ai plutôt une question. Depuis on parle de leader, mais je ne saurais pas le définir, ou en tout cas comment vous l'entendez. C'est quoi un leader? Alors c'est pareil, là c'est aussi tout l'intérêt de mon propos, c'est ensemble on doit travailler sur conceptualiser ensemble cette question de leader et quelle forme elle prend précisément. Leader d'opinion, notre leader politique, notre, comme ils disent aux États-Unis, notre Black Jesus, peu importe. En réalité, il faut travailler sur l'idée de conceptualiser la direction que nous voulons prendre et on donnera après, derrière, linguistiquement, le terme qui lui sera approprié. Moi, je pense qu'on ne parle pas d'une personne, d'une femme ou d'un homme, je parle de mouvement, avec des... C'est un peu la question des 12 tribus. C'est que chacun a son chef de rang. Dans sa communauté, il y a des raisons d'être. Mais ce qui compte, ce sont les valeurs supérieures. C'est ce qui permet de créer l'alternance. On est en France et on le voit. On l'a très bien vu. J'ai 40 ans. Je vote dans ce pays depuis j'en ai 18. Mes parents, mes grands-parents sont français, puisque mes grands-parents sont nés au Sénégal. Donc nés dans un département français. Donc j'ai même pas connu la carte de séjour. Et cependant, je vois bien l'alternance qu'il y a eu entre la droite et la gauche. Les conflits devant l'objectif, les ententes derrière l'objectif. Donc, nous déciderons à un moment donné, si on parle de roi, si on parle de président, si on parle de phara, si on parle de... Ce qui compte, véritablement, c'est déjà de se dire la direction que ce mouvement doit prendre, et ensuite, des fois, pour ne pas frustrer ou pour ne pas gêner aussi des gens qui ne sont pas encore prêts à lâcher certains principes culturels, traditionnels et coutumiers dans la manière de penser l'organisation pour aller vers un esprit supérieur. Mais ça se fera plutôt, en tout cas c'est plutôt vous, les intellectuels, les étudiants, ceux qui prenaient le temps de lire plusieurs livres dans la semaine, chose que moi je ne fais pas. Moi je suis un exécutant. Moi demain, on t'appelle leader. Mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que dans la communauté, le premier tartuffe qui essaie de te faire un sale coup, je suis très fort en bagarre. Donc ça va aller. Et des bagarreurs dans la communauté, on en a. Demain, j'appelle Cédric Doumbé, je lui monte une équipe d'Avengers. On n'aura plus aucun problème. Plus d'assassinat. Parce qu'il y a des Cédric Doumbé, parce que c'est vrai, très sérieusement. Parce que tous ces gars-là sont là. Ces mecs, tu leur tires dessus, ils ne meurent pas, tu vois. J'ai fait tellement d'abdos, mais c'est bon. Donc on verra quel nom il faudra donner. Et je pense que linguistiquement, ce n'est pas le problème. C'est surtout la question du concept. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de la jeune sœur sur la question de la loyauté. Qu'est-ce qu'on y met derrière, par contre? Qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment on crée des alternances? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un chef pendant 100 ans? Ou est-ce qu'il y a des remises en question du chef? De ses objectifs, atteints ou non atteints? Du fait qu'il a droit à une mandature ou à 2? Comment est-ce que ça s'organise? Tout ça, ce sont des réflexions
En tout cas, qu'il faut avoir, il faudra remercier et vous retourner vers les organisateurs et organisatrices, à ma sœur Laetitia, pour travailler ces questions-là de fond. En réalité, la question est une question de fond, pas de forme. Il faut prendre le temps de travailler dessus. Et tous ceux qui sont des linguistes ici, et tous ceux qui sont forts en théorie et qui sont capables de travailler sur la question de la vision, il faut le faire, travailler dessus. Moi, je n'ai pas la réponse. Encore une fois, je suis un exécutant et je suis très fort en bagarre. Merci. Terminé. Je vous remets. Ah, excuse-moi. En fait, je ne suis pas. Je ne te vois pas, excuse-moi. C'est moi là. Excuse-moi. Ouais, moi je ne suis pas nécessairement d'accord avec le fait qu'il faille des leaders parce qu'on l'a bien vu avec l'histoire. Il suffit juste de tuer les leaders et que tout le monde soit désemparé. Et je pense que le fond du problème, il faut qu'on crée des institutions qui soient assez puissantes et pérennes, qui puissent en fait véhiculer l'idée qu'on veut en fait de la communauté ou de notre vision politique pour que justement les gens qui viennent après nous puissent avoir le message et aussi pouvoir participer au combat parce que en vrai avec toutes les problématiques qui touchent la communauté, je pense pas que les gens fassent confiance à une personne et que la personne est faillible. On le voit avec Kémy Séba parce que Kémy Séba dans le passé il a eu pas mal de problématiques de problèmes en fait avec la justice et d'autres communautés, ce qui fait que cette personne en fait essaie de se dissocier de lui même si son combat est noble et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu la bonne idée de créer son institution panafricaniste. Et tout le monde, toute personne chargée de bon sens qui a une vision long-termiste a le devoir en fait de créer une institution pour pouvoir pérenniser son message. On le voit aussi avec l'honorable Nusret Kalala qui a eu l'idée de créer plein d'institutions qui le succèdent. Et là il est mort, mais grâce à cette institution, son message il passe. Et aussi ne pas oublier de créer des livres, parce que c'est grâce aux livres en fait que nos parents en fait elle reste figée dans le temps, notamment on le voit avec le message de Kwame Nkrumah qui a écrit un livre Africa Must Unite et du coup grâce à ce livre en fait on sait ce qu'il a dit, on sait c'était quoi son combat et c'était beaucoup plus clair que des vidéos qu'on peut avoir de lui. Et dernier point, je pense que il faut vraiment qu'on puisse identifier nos objectifs sur le court terme et sur le long terme. Je pense que là, notre génération, notre problématique, c'est plus en fait comment, c'est un peu c'est très politique ce que je veux dire, c'est comment mettre les fondamentaux de l'État fédéral africain, parce que clairement, je crois que tant que le noir d'Afrique ne sera pas respecté, aucun noir sur terre ne sera respecté. Du coup, de ce fait, il faut qu'on puisse avoir une vision politique, agir sur le continent, et de là, en fait, pouvoir protéger tous les afro-descendants qui sont un peu partout sur la terre. Merci beaucoup. Alors, on va conclure sur ça. Je suis complètement d'accord avec ça et j'espère que mon propos a été clair. Je ne parle pas de rechercher le nouveau prophète noir pour cette communauté. J'ai parlé au pluriel. Des femmes, des hommes que nous devons entourer, protéger, autour desquels il faut organiser une institution. Je n'ai pas donné de forme d'institution. C'est à vous de travailler dessus et on réfléchit sur tout ça ensemble. Je suis complètement d'accord avec ton propos. Et tant mieux, j'espère que, en ayant remplacé Stevie, pour qui vous étiez venu, j'espère que j'ai honoré ce temps d'échange avec vous. J'espère qu'on pourra ressortir d'ici avec, s'il plaît à Dieu, des prémices de pistes de réflexion et qu'on pourra par la suite se rencontrer une nouvelle fois et aller pas à pas. Ne soyons pas dans l'urgence, après des siècles et des siècles de combativité. Nous ne sommes plus à quelques années près, même si il y a une question d'urgence, mais la construction d'un monde nouveau, ça prend du temps. Merci. Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Je vais juste vous demander 2 secondes d'applaudir à nouveau Bakary qui vient de... illustrateur et illustrer les 3 conférences en direct
Les conférences sont maintenant terminées. Dans 15 minutes, vous avez un quiz avec Janice. Si vous souhaitez participer, il va falloir patienter à l'extérieur. Donc, je vais vous demander de sortir de l'auditorium pour pouvoir profiter éventuellement des autres années.